Sénégal, titre de son dernier ouvrage, l'actualité politique, son mouvement qui va être lancé ce samedi. Entre autres sujets seront au menu de votre grand oral de ce samedi qui reçoit le journaliste Cheikh Yérim Seck. Il sera face à Fatou Thiam Ngom Kane et Ibrahima Fall. Ce sera ce samedi de 11h à 12h sur la 97.5 Rewmi FM. Merci d'écouter Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans le Grand Oral. C'est toujours un plaisir de vous servir. Ce matin, j'ai le plaisir d'être entre deux cheikhs. Le premier, c'est notre invité, Yérim Seck. Le deuxième, Ibrahima Fall, directeur de la rédaction de Rewmi Quotidien. Nous commençons par l'invité. Bonjour, cher. Bonjour. Cher Ibrahima Fall, merci aussi d'être là. Bonjour. Je suis Fatou Thiam Ngom Kane et pour découvrir notre invité, suivons le portrait signé Adja Maïmouna Cissé Diop. Cheikh Yérim Seck, la quarantaine, est un ancien étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, juriste de formation, ancien journaliste à Jeune Afrique. Très rapidement, Cheikh, qui venait de découvrir le monde des médias, se fait un nom. De Conakry à Abidjan, de N'Djamena à Lomé, il va de capitale en capitale à la rencontre des décideurs du continent, personnalités politiques et hommes d'affaires. Outre le magazine panafricain de Paris où son aventure de journaliste a débuté, l'homme s'illustre aussi sur les plateaux de télévision et de radio, notamment ses analyses dans l'émission Afrique Presse, émission coproduite par RFI et TV5 Monde. C'est là d'ailleurs que les médias sénégalais le découvrent et commencent alors des invitations à débattre sur toutes les chaînes locales. Cheikh Yérim Seck a été l'un des rares journalistes sénégalais à qui Wade a accordé un entretien entre les deux tours de la présidentielle du 25 mars 2012 sur Africa 7. Le patron de Dakaractu.com est aussi auteur des ouvrages comme Afrique, le spectre de l'échec, Kéba Mbaye, parcours et combat d'un grand juge, la justice en Guinée et tout dernièrement, C'est Goulot qui étrangle le Sénégal, paru après sa sortie de prison. Il signe ainsi son grand retour, surtout avec son mouvement dénommé Citoyenneté Sénégal C221. Merci Adja pour ce portrait de notre invité de ce matin, Cheikh Yérim Seck, journaliste, écrivain et producteur. Alors, vous lancez cet après-midi votre mouvement C221. Qu'est-ce qui a motivé sa création? Sa création est le fruit d'une réflexion mûrie pendant 15 mois de détention, au cours desquels j'ai regardé les télévisions de mon pays, écouté la radio, écouté des gens qui venaient me voir. Et donc une période de réclusion au terme de laquelle j'ai décidé qu'avec l'expérience qui est la mienne, le positionnement qui est le mien, le parcours qui est le mien, que je dois m'impliquer dans ce qui se fait dans mon pays. Donc ce mouvement citoyen s'appelle Citoyenneté Sénégal, en abrégé C221. En déclinaison wolof, le mouvement s'appelle Xam Li Ñu Bëgg Defal Ko Suñu Bopp. Je crois que tout est dans cette problématique-là. Parce que voici 54 ans qu'on attend des politiciens qui n'ont jamais rien fait pour nous. Il est temps que les citoyens du Sénégal prennent leur destin en main. C'est toute la problématique des mouvements citoyens. Citoyenneté Sénégal, c'est 221. Eh bien, on lance ce mouvement cet après-midi, du samedi 12 avril 2014, au Grand Théâtre National. Il y aura 2 cérémonies en une, parce que j'ai profité de cette fenêtre pour faire la dédicace de l'ouvrage C'est Goulot qui étrangle le Sénégal, que j'ai écrit pendant mes mois de détention. D'accord. Cher, des questions par rapport à... Pourquoi c'est, pourquoi 221? C'est pour citoyenneté, 221 c'est l'indicatif international du Sénégal. Mais ces 221 n'a rien d'anodin, c'est un label. Et avec le temps, on se rendra compte que c'est un label. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Non, c'est un label, c'est tout un label, c'est une façon d'être, c'est 221, c'est une marque. C'est beaucoup de choses, c'est 221. C'est beaucoup de choses qu'on va décliner au fil de la vie du mouvement. Alors, quel est l'objectif principal de ce C221? L'objectif le plus immédiat, c'est d'abord de prendre part aux élections locales. Les prochaines? Bien sûr, parce que les élections locales sont une élection qui fondamentalement implique les citoyens.
Ce n'est pas une élection pour les partis politiques. Pourquoi? Parce que dans toutes les grandes démocraties du monde, ceux qui s'impliquent dans les élections locales sont en général des acteurs locaux, des pharmaciens, bref, des gens qui habitent une cité, s'organisent pour mieux gérer cette cité. Je considère donc que, vu notre positionnement actuel, c'est C221, qui a accueilli de grandes personnalités de la société civile, de grandes personnalités des cadres du secteur privé et de grandes personnalités politiques aussi, n'a pas le droit d'être absent de ce scrutin qui est un scrutin majeur dans l'agenda électoral de notre pays. Le deuxième objectif, c'est de participer à la formation, à l'implantation au Sénégal d'une citoyenneté responsable et participative. C'est très important. Vous savez, ce qui fait la force des grandes démocraties, c'est la participation citoyenne. La responsabilité citoyenne, c'est quoi? C'est pouvoir se dire stop, pouvoir prendre son destin en main, pouvoir desserrer l'emprise des politiciens, pouvoir constituer un vrai contrepoids dans ce pays-là pour que n'importe qui ne fasse plus n'importe quoi. Là, c'est très important. Évidemment, nous avons d'autres objectifs qui découlent de ces problématiques. Nous avons par exemple des formules pour aider les femmes, ça fait partie de nos objectifs. Nous avons des modules pour former les jeunes diplômés à avoir des métiers. Nous avons des modules pour initier toute la population du Sénégal à la lettre, à l'esprit de nos institutions dans les langues que la population comprend. Bref, on a tout un ensemble d'objectifs qu'on va décliner au fil des mois à venir. Ces dernières années, il y a eu une floraison de mouvements au Sénégal. Qu'apporte C221 de plus par rapport à ces mouvements-là qui foisonnent? Très bonne question. C'est vrai qu'on peut être tenté de penser que C221 est un mouvement de plus, ou peut-être même un mouvement de trop. Il n'en est rien. C221 est un mouvement comme il n'en a jamais eu au Sénégal. D'abord de par son spectre, parce que c'est la première fois qu'un mouvement qui n'a pas encore été lancé enregistre 107 000 adhésions. Moi, je ne connais aucune force politique au Sénégal qui compte 50 000 adhérents. Je n'en connais pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Donc, de par son spectre, c'est un mouvement qui est différent, n'est-ce pas? De par sa problématique, c'est un mouvement qui est différent. Parce que C221, c'est d'abord et avant tout un think tank, un club de pensée. C'est un regroupement d'intellectuels, de cadres, de tous les niveaux, d'étudiants, etc. Et il y aura un laboratoire de pensée à l'intérieur de C221 qui va émettre des positions scientifiques, des positions expertes sur toutes les questions qui touchent l'avenir de ce pays. Mais serait-ce de ce point de vue, c'est différent de tout ce qui s'est fait jusqu'ici. Mais au-delà de tout ça, C221 c'est un esprit. Comme je vous disais tout de suite, C221 c'est un label, c'est une marque. Par exemple, l'emblème de C221 c'est une flamme en vert or rouge, frappée de l'étoile au milieu. Pourquoi? Parce que nous, à C221, nous brûlons de la passion du Sénégal. Le Sénégal, c'est un objet d'amour pour nous. Le Sénégal, pour nous, c'est une très grande signification et une symbolique forte. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un mouvement pas comme les autres. D'accord. Nous poursuivons toujours avec ce mouvement. Pense-t-il fusionner avec d'autres pour aller au local? Avez-vous déjà le récépissé pour y aller? Non, le récépissé, nous ne l'avons pas, évidemment, parce que un mouvement de ce type, c'est clair qu'il fera peut-être quelques mois avant d'avoir le récépissé. Nous avons fait toutes les formalités relatives au dépôt. Ce qui veut dire que vous allez emprunter un récépissé ou y aller ensemble avec... Parce que justement, la grande aberration du système électoral sénégalais, c'est qu'on permet, on interdit aux premiers concernés par les scrutins locaux le droit de participer à ces scrutins locaux. C'est pourquoi je ne comprends pas le silence du mouvement Tchilabok qui s'était inscrit dans une vraie dynamique, qui avait une revendication très importante, très fondée, mais qui tout d'un coup s'est tue, alors que ce mouvement avait un vrai discours pour dire que le scrutin local, c'est d'abord un scrutin qui concerne un citoyen, ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Au nom de quel principe doit-on exclure les mouvements citoyens et les organisations de la société civile du jeu électoral local, justement? Donc je pense que c'est une lacune de notre système électoral qu'on doit combler. En attendant, je ne vous cache pas que comme il y a beaucoup de responsables de partis politiques qui ont rejoint le mouvement Citoyenneté Sénégal,
on entend s'appuyer sur le récépissé pour aller aux élections. Pouvez-vous nous citer quelques-uns de ces responsables? Il y a au moins une dizaine de partis. Ah oui, qui sont venus. Il y a un parti écologique qui est venu nous rejoindre. Il y a un autre parti qui a été créé récemment qui est venu. Bref, on en a une dizaine. Moi, j'ai deux questions. La première, pourquoi pas un parti politique carrément, sautez-le pas carrément. Deuxième chose, vous aspirez à participer au local. Est-ce qu'une personne en liberté conditionnelle peut participer à des locales, à des élections? Pourquoi pas un parti politique? Parce que d'abord, notre problématique est plus large que celle d'un parti politique. Parce que selon la définition consacrée, un parti politique concourt à l'expression du suffrage. C'est ça le parti politique. C'est un mécanisme qui est créé pour pouvoir briguer des suffrages, conquérir le pouvoir. Nous, ce n'est pas que le pouvoir qui nous intéresse. C'est vrai qu'il y a une activité de conquête du pouvoir. Mais au-delà de ça, on a une activité de développement de la citoyenneté, on a une activité d'intervention économique en faveur des couches vulnérables, on a une activité de réflexion sur l'avenir du pays. Donc notre spectre est plus large que celui d'un parti politique. Quant à moi, il faut d'abord se dire une chose. Je n'ai pas fondé ce mouvement à des fins de positionnement personnel. Parce que les gens sont trop tentés de me demander, je veux dire, ils ont trop tendance à voir à travers ce mouvement une sorte de mécanisme destiné à servir l'ascension politique de Cheikh Yérim Seck. Il n'en est rien. Je ne suis pas dans une dynamique de poste, je ne suis pas dans une dynamique de carrière. Bref, vous n'avez pas d'ambition politique? J'ai beaucoup d'ambition pour mon pays, mais d'ambition au sens politicien, je n'en ai pas. Mais j'ai beaucoup d'ambition pour le Sénégal. Mon ambition pour le Sénégal, c'est qu'il n'y ait plus de pauvreté. Mon ambition pour le Sénégal, c'est que l'école recommence à enseigner. Mon ambition pour le Sénégal, c'est que la santé cesse d'être malade. Mon ambition pour le Sénégal, c'est que ce pays fonctionne tout simplement. Et que les gens ne soient plus obligés d'être placés devant une alternative tragique, crever la dalle au Sénégal ou aller échouer à Lambeau dans des embarcations de fortune sur les côtes européennes. Donc j'ai une vraie ambition pour ce pays-là. Mais je n'analyse pas cette ambition-là sous le prisme d'une ambition personnelle. Moi, je ne cherche rien. Moi, ce que je veux, c'est que ce pays bouge, fondamentalement. Et vous savez, Citoyenneté Sénégal, C221 n'est pas au service d'une ambition personnelle. C'est au service d'une ambition nationale. Une ambition qui veut servir ce pays. Et on va être intransigeant sur les règles de la République. On va être intransigeant sur la sauvegarde de l'intérêt général. On va être intransigeant sur la surveillance de la gouvernance. Pour vous dire donc qu'au-delà des calculs de positionnement, nous on veut d'abord et avant tout participer au débat politique et contribuer à relever sa qualité. Pour la deuxième question, être en liberté conditionnelle. Mais je pense que j'ai répondu à votre question. D'abord, la liberté conditionnelle n'a jamais empêché personne de briguer un mandat électif. Mais encore une fois, je n'en suis pas là. Mais la liberté conditionnelle n'a jamais dit que quand on est en liberté conditionnelle, on ne doit pas briguer un mandat. Absolument pas. Okay. Mais vous êtes candidat à assez local? Candidat à assez local, les gens vont trop vite en besogne. Une chose est sûre, c'est qu'on a une cellule dynamique à Louga, une cellule de citoyenneté Sénégal, parce qu'il faut savoir que le mouvement est aujourd'hui implanté partout dans le pays, dans toutes les localités, dans toutes les écoles, dans toutes les universités, dans tous les groupes socio-professionnels. J'ai donné mandat à la cellule de Louga de former une liste la plus complète possible, n'est-ce pas, qui regroupe les compétences et une liste qui soit représentative, n'est-ce pas, de toutes les sensibilités et de toutes les couches sociales lougatoises. Après, on verra. Moi, je suis un fils de Louga, je suis un enfant des Lougatois. Après, je verrai ce que me diront les Lougatois et j'aviserai. Après excuse-moi cher, après c'est quand? Parce que nous sommes presque à la fin de les listes. D'affiner nos listes. Et après les listes, je serai à Louga, je discuterai avec les gens avec qui je dois discuter, je prendrai les contacts appropriés et j'aviserai. Je vous ai lu une fois, je vous ai lu, et vous disiez que le fait citoyen est devenu actuellement une tendance lourde de la vie politique mondiale. Mais on a vu ce qui se passe par exemple en Égypte, en Libye par exemple, en Ukraine avec les Romains.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que les mouvements citoyens ont parfois, à une certaine étape de la lutte, besoin de s'adosser à des partis politiques, à des appareils politiques, pour que ces appareils politiques, ces personnalités politiques-là, puissent poursuivre le travail? D'abord, il faut savoir que la montée en puissance des mouvements citoyens est concomitante au déclin des partis politiques. Ça aussi, c'est une tendance lourde. Si on analyse aujourd'hui la géopolitique mondiale, il y a un déplacement du centre de gravité du processus décisionnel, du processus d'influence des partis politiques vers les mouvements citoyens. Ça, c'est un fait qui est indéniable. Tout ce qui s'est passé dans les pays arabes est le fait de mouvements citoyens. Ce qui s'est passé en Ukraine est le fait de mouvements citoyens. Tous les grands mouvements politiques de notre époque, en tout cas depuis une dizaine d'années, sont le fait non pas de partis politiques, mais de mouvements citoyens. Pourquoi? Parce que les partis politiques sont décrédibilisés. Les politiciens sont décrédibilisés. Les promesses des politiciens n'ont jamais été tenues. Et les gens se rendent compte que la politique est de plus en plus impuissante à régler leurs problèmes. Les gens se reconnaissent dans des hommes et des femmes neufs, porteurs d'idéaux de progrès, nimbés d'une autre culture que la culture partagiste, la culture prédatrice des politiciens, n'est-ce pas? Et ça, c'est une tendance lourde au niveau mondial. Vous savez que celui qui a été élu à Madagascar a été élu sous la bannière de la société civile. ATT avait été élu sous la bannière de la société civile. Je me dis même que dans quelques années au Sénégal, un président de la République issu de la société civile a été élu. Ça, pour moi, c'est une évolution irrémédiable de la vie politique mondiale. Parce que les gens se rendent compte que les politiciens leur promettent monts et merveilles, mais ne tiennent rien de leurs promesses. N'est-ce pas? Moi, je pense qu'au Sénégal, parce que c'est quand même le pays qui nous intéresse, il y a de la place pour un vrai mouvement citoyen. Parce que la complicité des politiciens, la culture partagiste des politiciens, cette forme de connivence perpétuelle avec des pouvoirs qui s'alternent mais qui au fait se reconstituent. Parce que vous savez, tout ce qui gravite autour du pouvoir aujourd'hui sous Macky Sall était autour du pouvoir sous Abdoulaye Wade. Niass était premier ministre d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Bathily était ministre d'État d'Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? Ahmad Dansokho était ministre d'État d'Abdoulaye Wade. Macky Sall lui-même a été à la fois ministre, premier ministre, n'est-ce pas, président de la majorité parlementaire du parti d'Abdoulaye Wade. Donc c'est dire qu'il y a alternance au pouvoir, mais ce sont les mêmes infrastructures, les mêmes superstructures politiques qui se reconstituent. Et ça, les Sénégalais en ont marre. Parce que quelques têtes changent sans que le système bouge. Il faut que le système bouge. Je pense qu'il faut fondamentalement faire bouger le système si on veut un changement. Mais lorsque vous dites que les politiques n'ont rien fait au Sénégal, est-ce que vous ne forcez pas un peu trop le trait? Parce que si on parle de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, on peut dire que Senghor a mis en place les bases de un État, Abdou Diouf l'a consolidé et a développé la démocratie avec le multipartisme, Wade a mis en place les bases d'une émergence économique avec la mise en place des infrastructures. Macky Sall a pris un autre chemin, a poursuivi un peu le travail, par exemple en prônant la gouvernance vertueuse. Est-ce que ces différents chefs d'État-là n'ont pas jeté les bases d'un développement? C'est-à-dire si on considère le développement comme une succession d'étapes. Moi, j'ai une position qui tranche avec cet angélisme-là. Non, c'est pas de l'angélisme, c'est des faits. Moi, je pense que les faits sont cruels. Les faits, c'est que plus d'un Sénégalais sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est les faits. Les faits, c'est qu'au moins 48% de la population active au Sénégal est au chômage. Les faits, c'est que seulement 18% des Sénégalais ont une couverture médicale. C'est ça les faits. Les faits, c'est que depuis 30 ans, notre école n'enseigne plus. C'est ça les faits. Les faits, c'est que dans ce pays, depuis 54 ans d'indépendance, on ne maîtrise pas l'eau. Et que 60% de la population travaille un quart du temps. Sur la base d'un hivernage dicté par des aléas climatiques. C'est ça les faits. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont 2 fois plus pauvres qu'au moment de l'indépendance. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, la Tunisie, qui avait au moment de l'indépendance la même population que nous, le même niveau d'éducation et culturelle, a triplé notre taux de PIB par tête d'habitant. La Tunisie est à 4278, le Sénégal est à peine à 1100. Ça, c'est des faits qui sont têtus.
Et ces faits dessinent une tendance lourde, c'est que notre pays n'avance pas mais régresse. Je veux dire, on peut développer tous les discours qu'on veut, mais les Sénégalais sont de plus en plus pauvres, de moins en moins bien soignés, les Sénégalais sont de moins en moins instruits. Aujourd'hui, on voit des élèves de terminale qui parlent à peine le français. C'était inimaginable il y a 20 ans. Donc, je constate que le pays ne marche pas. Et c'est encore une fois la même succession de régimes politiques, n'est-ce pas, qui s'interchangent sans que le système ne change, qui nous a mis dans cette situation-là. Par contre, je connais des pays où le système a bougé. Seulement parce qu'à un moment donné, il y a des chocs au terme desquels des personnes extra-système sont arrivées au pouvoir. Je connais par exemple l'exemple du Ghana. Le Ghana, il y a 30 ans, avait une monnaie de change qu'on appelait le cedi. Rien n'avançait dans cette... Il fallait un panier de cedi pour acheter 1 kilo de banane. Et tout d'un coup, il y a un jeune officier de l'armée qui est entré par effraction dans l'histoire de ce pays. Il s'appelle John Jerry Rawlings. Il a redressé le pays. Aujourd'hui, le Ghana est un État émergent. Ça, c'est des faits. Donc moi, je pense qu'il faut au Sénégal qu'on sorte de cette logique d'autoglorification-là qui met en avant les acquis symboliques de notre pays qui n'ont jamais réglé les questions de fond. Les questions de fond, c'est qu'il faut que les Sénégalais mangent à leur faim. Les questions de fond, c'est qu'il faut que les Sénégalais puissent avoir de l'eau potable. Il faut qu'il y ait une électricité stable. Et on a les moyens de le faire ça. Parce qu'on a un pays stable, on a une expertise avérée dans tous les domaines. Dans tous les domaines de compétences, il y a des Sénégalais parmi les meilleurs au monde. Moi, je suis parti partout et j'ai vu des Sénégalais partout, y compris à la NASA, qui est le front de l'industrie nucléaire américaine. Moi, je pense qu'il faut une rupture radicale avec le système pour que ce pays bouge. Ouais, mais ça, c'est des acquis aussi. Hein? C'est-à-dire, si on a un pays stable, un pays où les libertés sont reconnues, sont tolérées, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Même si les gens reconnaissent que ces acquis-là ne sont pas le fait exclusif de ceux qui étaient en place au pouvoir. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les populations ont arraché presque ces acquis-là. Mais toujours est-il que, sous leur magistère, ils ont permis à ce pays d'avoir ces acquis-là. Non, moi je suis en train de dire que ces acquis symboliques sont importants, mais ils ne sont pas une fin en soi, c'est un moyen. Si la démocratie ne peut pas permettre le développement, elle n'a pas de sens. La démocratie en soi ne sert à rien. Et la démocratie ne peut pas être pérenne sans le développement, c'est impossible. L'exemple du Mali est là pour nous rappeler qu'une démocratie qui ne parvient pas à régler les populations du peuple les besoins du peuple est en danger. Parce que le jour où les gens se rendront compte que voter ne change absolument rien du tout dans leur façon d'être et que les alternances, si transparentes qu'elles soient, ne changent rien du tout dans leur façon d'être, ils seront peut-être un jour tentés d'essayer autre chose. Donc moi je pense fondamentalement qu'il y a de la place à une vraie alternative citoyenne dans ce pays-là. Ça c'est mon analyse. On a essayé des politiciens pendant 54 ans, ça n'a rien donné. Mais essayons peut-être autre chose. D'accord. Tous ces problèmes que vous évoquez, la réforme des institutions pourra-t-elle les résoudre? Moi je pense que la réforme des institutions est un faux débat. Moi je pense que les institutions sont un corpus abstrait. Ce qui est concret, c'est l'action de l'homme. Si on se fait aujourd'hui les plus belles institutions du monde et que parallèlement à ça, il n'y a pas de leadership efficace, le pays n'avancera pas. Il y a des pays où il n'y avait aucune autre institution, par exemple en Tunisie, il n'y avait aucune autre institution autre que le président de la République. C'est l'un des pays les plus avancés d'Afrique. Même la Libye dont on parle, moi j'ai fait plusieurs fois la Libye sous Kadhafi, c'était un pays qui était fonctionnel, où il y avait des routes, des infrastructures, où tout le monde mangeait à sa faim. Mahathir, quand il développait la Malaisie, il y avait 0 institution. Deng Xiaoping, quand il développait la Chine, il y avait 0 institution. Les institutions sont au faux débat. Vous savez, nous, on a un problème de leadership. Il nous faut un leadership fort, juste et efficace pour régler les problèmes du pays. Ça, c'est ça mon point de vue. Alors, le grand oral se poursuit sur Rewmi FM. Nous recevons Cheikh Yérim Seck, journaliste, écrivain et producteur. Nous évoquions tout à l'heure les locales. Cela me permet de demander votre point de vue sur les changements apportés au code électoral, notamment sur le mode de scrutin, vous qui êtes candidat peut-être pour ces élections. Il faut savoir que le débat n'est pas encore totalement achevé. Les positions ne sont pas tranchées et les avis sont partagés. Mais je pense fondamentalement que le système n'est pas mauvais en soi. Ça vraiment, il faut dire la vérité. Le rapport entre la proportionnelle et la liste majoritaire n'est pas si mal que ça.
Et donc sur les principales revendications de l'opposition, le pouvoir a fait l'effort de bouger. Ça aussi, il faut le reconnaître. Donc je crois que la différence ne tient qu'à des détails qui sont résolubles, je crois. D'accord. Mais avec ce nouveau mode de scrutin, on risque de voir le chef de l'État choisir les maires de ville, notamment les 5 grandes villes du pays. Thiès en fait partie. C'est géré par Idriss Seck, qui n'est pas du tout en odeur de sainteté avec Macky. Il y a aussi la ville de Guédiawaye, entre autres Pikine, qui constitue des greniers électoraux. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Il n'y a aucun risque parce que ce sont les Sénégalais qui votent. Les Sénégalais connaissent aujourd'hui l'APR et son système. Ils connaissent ses limites objectives et je pense que les Sénégalais ne sont pas des enfants de cœur. Je crois que leur vote va déjouer tous les pronostics. Ça, c'est mon sentiment. C'est mon point de vue. Le vote local. Enfin, même au-delà. Vous savez, nous avons un peuple qui a compris aujourd'hui l'utilité et la force de frappe de la carte d'électeur. Donc toutes ces dialectiques, pour moi, ces combinaisons politiciennes ne sont pas des solutions. Vous savez, si on veut se pérenniser au pouvoir, si on veut conserver le pouvoir, il faut satisfaire la demande sociale. Pour moi, c'est l'unique parade qui est viable dans la durée. Tout le reste, pour moi, c'est du bricolage, c'est du rafistolage qui ne peut pas tromper le peuple. Alors, abordons maintenant ces goulots qui étranglent notre Sénégal. Votre livre de 222 pages, paru aux éditions L'Harmattan. Qu'est-ce qui a motivé que Cheikh Yérim Seck parle au début de son problème qui l'a conduit en prison? Je parlais de cette histoire de viol. Même si on ne va pas entrer dans les détails parce que vous êtes en liberté. J'en parle parce que moi j'ai lu La légende des siècles et Victor Hugo a fait tout un chapitre sur la prison à partir de laquelle il a écrit ce livre-là. Le minimum d'honnêteté intellectuelle. Quand on fait l'avant-propos d'un livre, c'est de dire les conditions dans lesquelles on l'a écrit. Moi, c'est ça. Voilà, justement. Ce qui a aussi frappé au début, c'est piloté. Quand vous parlez du père de votre supposée victime, comme vous dites, mais Aïssata Tall Sall, pourquoi dites-vous qu'il avait piloté? Donc, vous voulez dire que la justice n'a pas été indépendante dans cette affaire? La justice peut faire ce qu'elle veut. Et cette affaire est derrière moi, vous savez. Les juges ont jugé, tous ceux qui ont jugé seront un jour jugés par Dieu. Et c'est ça qui m'importe. Vraiment, c'est une affaire qui est derrière moi. La justice peut juger comme elle veut, n'est-ce pas? L'important, c'est que c'est une affaire qui est aujourd'hui dépassée. Je me tourne résolument vers l'avenir parce que j'ai trop de défis à relever pour ce pays-là. Et c'est dans cette perspective-là que je me situe en ce moment. Il y a une information qui est contenue dans le livre, notamment les 20 millions que Macky Sall remettrait chaque mois à des leaders de sa coalition. Il y a comme un problème factuel parce que le palais a démenti de façon très claire, de façon très précise cette information-là. Le palais ne peut pas ne pas démentir. Vous savez, en tant que professionnel, qu'il y a beaucoup d'informations vraies qui sont démenties. Je veux dire, il y a des moments où le démenti fait partie des règles du protocole. Parce que qui ne dit mot consent. Mais tous ceux qui sont informés savent que cette information est juste. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Vous savez, voilà une façon brute de parler du journalisme. Cette façon brute de penser que le journalisme c'est des preuves, c'est n'importe quoi. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui existent et qui ne se prouvent pas. Ça, vous le savez parfaitement. Ce qui est certain, c'est que tous les gens informés de ce pays savent que cette information est juste. Et c'est ça qui est le plus important. Non, mais quand on parle de rigueur factuelle, je ne vais pas vous l'apprendre, mais la moindre des choses, c'est d'avoir des sources fiables. Vous savez, parlons des sources. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, dans la conception moderne du journalisme, l'approche de la source, l'approche de la fiabilité est une approche théologique, ce n'est pas une approche matérielle. L'approche théologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important, c'est la finalité. C'est-à-dire, l'acte que pose le journaliste, est-ce que c'est un acte de salubrité publique? Vous voyez, c'est ça le problème. Moi, je sais de science certaine que l'information est juste, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est important. Tout le reste maintenant, je savais que cette information allait être démentie.
Mais il y a 1 million d'informations vraies qui sont démenties tous les jours. Vous-même, vous le savez. Je suis certain que vous écrivez tous les jours des informations vraies qui sont démenties. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a des moments où le démenti fait partie de la règle protocolaire. Simplement parce que la personne qui démentit n'a pas le choix. Mais je vous dis que c'est une information, certes stratégique, mais réelle. Et puis bon, Abdoulaye Wade faisait même un peu plus fort. Et d'ailleurs, il a fallu que l'année Savané sorte pour qu'on se rende compte qu'il recevait lui 35 millions par mois. Je vous dis, c'est une vieille pratique, n'est-ce pas, de notre nomenclature politique qui peut disparaître, c'est tout. Il y a une autre information qui est sortie, sortie par Vérité, démentie cette fois par Baba Diaw. Vérité qui prétend que vous avez été financé par Baba Diaw à hauteur de 100 millions. Baba Diaw, à la fin de son démenti, il nous a presque adressé un petit clin d'œil en espérant que vous-même vous allez démentir cette info. Est-ce que vous l'avez fait? D'abord, j'ai été le premier à démentir cette information, mais il faut dire que je n'allais même pas distraire mon temps à la démentir. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait partie de ces élucubrations-là que des gens écrivent sans aucun fondement, simplement parce qu'ils connaissent mes rapports notoirement bons avec Baba Diaw. Et donc ça part, et comme je suis en train de lancer mon mouvement, ça part d'une sorte de construction de l'esprit. Cheikh Yérim Seck ayant de bons termes avec Baba Diaw, il est en train de lancer un mouvement, donc Baba Diaw doit l'avoir financé. Et comme par hasard, on dit à la fin de cet article, on a tenté de joindre Cheikh Yérim Seck toute la journée, on n'a pas pu. On a tenté de joindre Baba Diaw toute la journée, on n'a pas pu. Je dis ça, c'est classique et c'est connu, quoi. Mais qu'est-ce qui doit nous faire croire que pour les 20 millions, là vous dites vrai, et pour les 100 millions... Non, mais pour les 100 millions, est-ce que vous savez que, je vous dis, honnêtement, si Baba Diaw m'avait donné 100 millions, je l'aurais assumé. Non, parce que vraiment, je dis que vous me connaissez suffisamment pour savoir que moi, je n'hésite pas sur des détails comme ça. Et pour moi, ça relève du détail. Si Baba Diaw m'avait donné 100 millions, parce que peut-être il partage mon idéal, peut-être parce que mon action politique l'intéresse, et qu'il a envie, en tant que mécène, de soutenir mon activité, je l'aurais assumé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas honteux. C'est pas détournement de... Non, attendez. Parce que Baba Diaw est conseiller de Macky Sall. Absolument pas, ça n'a rien à voir. Baba Diaw peut être conseiller de Macky Sall, voire concevoir que, par exemple, une initiative politique en adéquation avec les intérêts de son pays et avoir la liberté de la soutenir. Vous savez, et je vous dis, si Baba Diaw m'avait soutenu à hauteur de 100 millions, je l'aurais assumé. Je vous dis, c'est pas de détournement de deniers publics, c'est par-dessus tout mon grand frère. S'il me donnait de l'argent, je l'aurais publiquement assumé. La preuve, quand je suis en prison et qu'il m'a soutenu, je l'ai dit dans mon livre. N'est-ce pas? Pour vous dire que je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Mais sachez que Citoyenneté Sénégal n'est financé par rien et par personne. N'est-ce pas? J'ai investi mes maigres deniers et je sais que ce n'est pas facile pour moi. N'est-ce pas? Mais parce que je veux garder mon indépendance, ma liberté de ton, je n'ai besoin de l'argent de personne. Et d'ailleurs, comme Citoyenneté Sénégal fait de la politique pas comme les autres, on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour fonctionner. D'accord. Vous dites que vous n'avez besoin de l'argent de personne et pourtant, selon des informations, c'est pour escroquerie ou corruption que vous auriez quitté Jeune Afrique. Est-ce vrai? C'est les informations de qui? J'en viens à la question suivante. Vous allez savoir qui en parle. C'est n'importe quoi. Alors, quelles sont les raisons de votre départ de Jeune Afrique? Mais j'ai démissionné de Jeune Afrique. Non seulement j'ai démissionné de Jeune Afrique, mais moi je pensais avoir liquidé ce débat-là. J'ai publié une lettre de Béchir Bani Ahmed dans laquelle, et ça tout le Sénégal l'a vu, il m'a prié, après ma démission, de rester, de continuer comme collaborateur extérieur. J'ai même publié le contrat, n'est-ce pas? Et quand je suis rentré au Sénégal, j'ai collaboré pendant une année. Et puis bon, quand j'ai décidé de créer mon propre site et de m'impliquer, j'ai dit que par honnêteté intellectuelle, c'est pas bon de mélanger la réputation de Jeune Afrique avec mon activité journaliste propre, et je me suis retiré. Et tout cet échange de courrier-là, je l'ai publié, allé dans les archives de Dakaractu. Ok. J'allais vous demander quelles sont vos relations avec Dame Dian, le patron de l'ERAL. J'ai lu des articles de ce genre. Il a participé et il dit beaucoup de choses sur vous, beaucoup de choses qui... L'article qui publiait des billets d'avion.
Oui, outre cela même, il y a un autre article dans lequel il parle justement de cette affaire de corruption à Jeune Afrique qui aurait été à l'origine de votre départ. Mais arrêtez cette histoire de Jeune Afrique, allez dans les archives de Dakaractu, hein? Cherchez le lien, les raisons de mon départ de Jeune Afrique et vous verrez tout. Je veux dire, c'est pas caché. Je veux dire, il y a le contrat, mon contrat de collaborateur extérieur, il y a l'échange de courrier que j'ai avec Béché Benjamin, il y a tout. Je veux dire, c'est très transparent. Maintenant, si Dame Dieng publie des billets d'avion qui avaient été payés par Pape Diop, la mairie de Dakar, arrêtez de dire Pape Diop. Oui, il a cité Pape Diop, mais même. Non, c'était le, comment s'appelle le festival là qu'organise la mairie de Dakar, à laquelle était convié tout. Et puis, c'était une mission de presse à laquelle était conviée toute la presse internationale. Il y avait un journaliste de RFI, 2 journalistes de Jeune Afrique. C'était un festival à Dakar, quoi, je veux dire. Et puis un billet d'avion, il prouve quoi? Il a montré un billet d'avion que Pape Diop aurait payé pour vous et votre femme. Mais est-ce que vous... ma femme... Oui, ce sont des accusations et... Ma femme n'a jamais été à Paris. Ma femme, elle est là, on prétend que Pape Diop a payé, elle n'a jamais été à Paris. C'est des billets d'avion qui avaient été payés dans le cadre d'un festival. Comment s'appelle encore le festival de Dakar là? Voilà, toute la presse internationale était conviée à ce truc. Et puis, attends, mais c'est trivial, je vous dis, c'est sous-développé de penser qu'un billet d'avion peut prouver quelque chose. Et vous savez que vous pensez que moi, si je me faisais corrompre, c'est pas des billets d'avion que je me ferais corrompre, non? Est-ce que vous savez que moi, je n'achète pas? Non, attendez. Moi, je suis préférence plus Gold de c'est Air France. Je n'achète pas de billets d'avion, moi. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que c'est tellement sous-développé de parler comme ça. Je veux dire, moi, si on doit me corrompre, c'est pas des billets d'avion comme... Mais les billets d'avion peuvent être la partie visible de l'iceberg. Non, mais moi, on ne me corrompt pas par des billets d'avion. Je n'achète pas de billets d'avion. Moi, j'ai des miles avec lesquels j'ai payé des billets d'avion à moult de mes amis. Je dis, il faut arrêter ce débat-là. C'est un débat totalement ridicule. Je dis, c'est pas des billets d'avion qu'on doit me corrompre quand même. Moi, je faisais 70 heures d'avion par mois. Tu vois, il m'arrivait d'avoir des miles que je ne pouvais pas consommer, qu'on reportait sur plusieurs années. Qu'est-ce que je vais faire avec mon billet d'avion? Qu'est-ce qui se passe entre vous et Dame Dieng? Il ne se passe rien du tout. Dame Dieng est un petit frère qui est venu me voir en prison, qui a bien discuté avec moi. Il m'a informé de son mariage, je l'ai appelé, il ne se passe absolument rien du tout. Ok, donc moi je veux parler de votre livre. Vous avez dit que vous avez passé 15 mois. Durant ces 15 mois-là, vous avez réfléchi sur les questions essentielles. Est-ce que vous pouvez brièvement nous dire, et de façon précise, quelles sont ces questions essentielles? Bon, j'ai identifié quelques goulots qui, à mon avis, étranglent le développement de ce pays. Parmi ces goulots, j'ai parlé de la désertion de la réalité au profit du rêve. Parce que le Sénégal est devenu une sorte de vaste casino où on joue. On joue pour gagner un terrain, on joue pour gagner des mallettes d'argent, on joue pour gagner un appartement, on ne fait que jouer. Donc jouer c'est quoi? C'est envoyer des SMS surtaxés à un serveur, c'est exploiter la misère des peuples au fait, prendre l'argent de tous, faire gagner un peu, etc. Je pense qu'on ne peut pas fonder un projet de vie sur le jeu ou le hasard. Pour moi c'est trivial. Mais au-delà de tout ça, c'est la symbolique du jeu qui est dangereuse. Parce que le jeu indique clairement qu'on peut faire bâtir une réussite sur la base du hasard. Ça c'est très grave. Moi je pense qu'on doit apprendre aux Sénégalais, pour réussir il faut travailler. Ça c'est fondamental. J'ai parlé du péril chinois. Le péril chinois c'est quoi? C'est que contrairement aux apparences, la Chine nous prend beaucoup plus qu'elle nous donne. Et je ne suis pas d'ailleurs le seul à le dire. Vous savez, il y a Sanusi Lamido qui est le gouverneur central de la Banque centrale du Nigeria, qui est une autorité reconnue dans le monde financier africain, qui dit que la Chine, au fait, n'est pas un bon partenaire. Parce que qu'est-ce que la Chine fait? La Chine nous pompe des matières premières et de l'argent pour des stades. Il dit quand la Chine doit réaliser le même projet, la Chine impose ses entreprises, donc une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises africaines. J'ai parlé aussi d'un problème écologique grave dans le chapitre que j'ai intitulé « Ces eaux qui mangent le Sénégal ».
Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages comme Guifer, comme Diakhanor qui sont en train de disparaître. Pratiquement toute la partie, toute la plage, par exemple, de Tchaoulen de Bargny est en train de disparaître. Ça, c'est un problème écologique grave. Et dans la durée, d'ailleurs, il y a beaucoup de spécialistes qui prévoient que l'hypothèse théorique d'un tsunami n'est pas écartée au Sénégal. Le gouvernement étant en prévoir, je pense que ça, c'est une question sur laquelle il faut réfléchir. Je parlais d'un développement faussé, c'est-à-dire que nous mangeons ce que nous ne cultivons pas, nous cultivons ce que nous ne mangeons pas. Nous extrayons nos matières premières pour les exporter au lieu de les transformer. Donc de ce point de vue, nous avons totalement faussé les règles triviales de base du développement, selon d'ailleurs la théorie de la croissance économique qui a été bâtie par Walter Woodruff Rostov dans son livre Les étapes de la croissance économique. Donc le développement est faussé. J'ai parlé d'une culture régressive parce qu'on a trop tendance à penser que notre sous-développement actuel est simplement de la responsabilité de nos dirigeants. Je pense que la responsabilité est partagée. Parce qu'il faut dire qu'aussi que les populations sénégalaises n'aident pas trop les dirigeants. Parce qu'il y a des comportements anti-civiques, anti-citoyens qui sont de vrais freins au développement. Ça aussi, il faut le dire. Notre rapport à l'argent public est malsain. Notre rapport à l'entreprise est malsain. C'est nous qui déversons des ordures partout. C'est nous qui volons les cercles des bouches d'assainissement pour aller les vendre. C'est nous qui dérobons les câbles des installations de la Sénélec et de la Sonatel pour aller les vendre. Bref, on a aussi notre propre responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais par rapport au diagnostic, est-ce qu'on n'a pas... Parce que dès qu'on lit le livre, on a l'impression que c'est du déjà entendu, du déjà lu. Non, rien n'est nouveau sous le soleil. Ouais. Je ne prétends pas avoir dit de l'inédit. Ça, je ne peux même pas me le permettre. Mais tout ce que je sais, que c'est comme dit l'éditeur et comme dit Cheikh Amadou Kane, qui est quand même une autorité intellectuelle que je reconnais. Ce livre présente une image à haute définition du Sénégal d'aujourd'hui. Ça, c'est mon avis. En tout cas, c'est une bonne base de réflexion pour quelqu'un qui veut réformer le pays. Mais est-ce vraiment sérieux lorsque parmi ces goulots-là, vous citez la lutte? Parce que la lutte, comment est-ce que la lutte peut constituer un goulot pour le développement du Sénégal? Vous savez, la lutte est un goulot symbolique. Aujourd'hui, il y a des gens qui abandonnent les études pour la lutte. Pour moi, c'est très grave. J'ai vu une émission qui s'appelle L'Ambe académique. Ailleurs, on crée des académies de sciences et de techniques pour les enfants. C'est ça. C'est à ça que c'est dangereux, justement. Aujourd'hui, on est dans une société de l'intelligence. Prétendre remplacer un technopole pour une arène, pour moi, c'est une image, c'est une symbolique plus désastreuse que le désastre. N'est-ce pas? Pour moi, coller la photo d'un lutteur au cahier d'un écolier, c'est plus catastrophique que la catastrophe. C'est une question d'approche, hein? Parce que moi, je pense que il y a des erreurs de l'ordre du symbolique qui sont très graves. Franchement, cher Yérim, quel est le rapport? Franchement, parce qu'il y a de très bons élèves qui ont des cahiers où on a des lutteurs, on a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de problème, franchement. Est-ce que le problème ne se trouve pas ailleurs, cher Yérim? Non, mais le problème, il est psychologique. Vous voulez savoir quel est le problème? Oui. J'ai vu un enfant en cache-sexe placardé pour faire la publicité d'une marque de beurre. Toi, tu conçois ça? Hein? Non, mais ça veut dire que la symbolique n'a pas de sens pour vous, alors? Si, si. Ah non? Si. Si. Et puis, est-ce que vous voyez le temps qu'on consacre à la lutte au Sénégal? Mais la lutte a zéro apport sur l'économie réelle. La lutte enrichit quelques lutteurs et quelques promoteurs. Encore que là, quel impact ça a sur l'économie? Parce que si la lutte pouvait développer un pays, on serait aujourd'hui hyper, super, ultra développé. Parce qu'on lutte le matin, on lutte le soir, on lutte le jour, on lutte la nuit. Et qui a prétendu que la lutte doit développer le Sénégal? Personne ne l'a prétendu, c'est un jeu. Mais parce que la surfacturation, la pollution de la lutte ne vous gêne pas, vous? C'est la surmédiatisation alors qui dérange. Et là, la faute revient à la presse. Pas que la presse. Pas que la presse. Oui, à vous entendre parler, parce qu'à la fin de ce chapitre-là, La presse a une responsabilité, il est évident. Mais la culture de la violence, parce que la violence, elle est consubstantielle à la lutte. Tu sais, il y a quelques mois ou quelques années, une campagne pour la non-violence dans l'arène.
Mais c'est après cette campagne que le crâne de Garga Mbossé a été défoncé au caillou à quelques minutes d'un grand combat. Parce que la violence est consubstantielle à la lutte telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans notre pays. Ouais, mais on voit ça au football aussi, et puis on voit ça même dans les autres pays. Mais pourquoi vous voulez défendre l'indéfendable? Non, je ne défends pas la lutte. non, il faut que l'on se comprenne. C'est-à-dire, moi, franchement, moi je pose une question nette. Ce que je veux savoir concrètement, c'est en quoi dans la situation, en quoi la lutte impacte négativement et est une cause des problèmes que vivent les Sénégalais de façon concrète. Je vais répondre à cette question, mais avant ça, je vais vous poser une question. Ouais. Orange était l'un des plus gros sponsors de la lutte. En 2010, Orange a donné 650 millions à Gaston Production. En 2010. Oui. Ouais. Aujourd'hui, en 2014, Orange a presque à zéro franc investi dans la lutte. Vous pensez que l'équipe de... Pourtant, la lutte marche, la lutte est vue partout. Ouais. Vous pensez que l'équipe de communication d'Orange est faite de quoi? Hein? Qu'est-ce qui explique ça à votre avis? Non, mais on peut dire que, par exemple, je vous réponds. Ouais. Parce que moi, dans ma lecture, c'est quoi? C'est un problème de gestion de la sécurité publique, davantage que le problème de la lutte en tant que tel. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui explique que Orange, qui était quand même un sponsor leader. C'est la violence. Non, attends, c'est la raison qu'ils ont donnée, véhiculée par la presse. Véhiculée par la presse. Promoteurs même. Et les promoteurs, je n'ai jamais entendu. Non, c'est pas Orange. Il faut savoir. Oui, je viens. Par rapport à 2010, le sponsoring dans la lutte a été divisé au moins par 5. Oui, au moins. Non, si tu veux. Beaucoup de combats. Non, attendez, discutons. Non, je vous dis. Je vous concède ces chiffres. Mais pourquoi? Mais ce que je vous dis, c'est que ce qui est intéressant dans la discussion, le constat, on n'est pas d'accord. Pour le constat, on peut être d'accord. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le pourquoi. Les gens ont avancé le problème de la violence. Mais le problème de la violence, on doit l'analyser de façon globale. Donc il y a un problème de sécurité publique. Un problème de gestion de la sécurité publique. Fondamentalement d'image. Vous savez pourquoi les marques ne veulent plus lier leur image à la lutte? Parce que la lutte charrie la violence. Aussi simple que ça. Parce que c'est des choix stratégiques qui découlent d'études d'opinion, qui sont des études qui sont étayées et rigoureuses. Aussi simple que ça. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que du point de vue de sa conception actuelle, la lutte est vecteur de violence. Ça veut dire que dans l'imaginaire populaire du Sénégalais lambda, la lutte a un impact négatif. C'est ça que ça veut dire. Mais pour moi, ça, c'est pas banal. Pour moi, ça, c'est trop important. Parce que dans le développement de l'imaginaire populaire d'un pays, il y a des valeurs à inculquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on dit taktirip, sous-entendu avec le sang d'autrui, ça ne vous choque pas, vous? Si, mais moi, ça, je l'ai su récemment. Hein? Je l'ai su récemment. En tout cas, moi, je n'ai absolument, je vous mets à l'aise, je n'ai rien contre la lutte. Je n'ai rien contre les lutteurs. Tout au contraire. Contrairement à ce que vous pensez, j'ai d'excellents rapports avec certains lutteurs. Je vais vous dire. Mais je suis fondamentalement opposé à cette symbolique-là qui veut remplacer les symboles, les icônes de la science par des lutteurs. Deuxièmement, je suis fondamentalement opposé à l'idée d'ériger une arène nationale, c'est-à-dire un endroit où des colosses se cognent à 100, à l'ériger sur le site d'un technopole. Parce que le technopole, c'est quoi? C'est l'incubateur, n'est-ce pas, des idées nouvelles. Le technopole, c'est l'incubateur, n'est-ce pas, de l'intelligence au service de la production. Vous voyez ce que je veux dire? Ne serait-ce du point de vue symbolique, moi, ma sensibilité n'accepte pas et n'acceptera jamais qu'on puisse ériger un espace où les gens se cognent dessus au détriment d'un technopole qui est censé être le cuistisateur de l'intelligence au service de la production. Je n'accepte pas ça. Alors, quittons la lutte pour parler de notre première dame, Marième Faye. Vous avez beaucoup parlé d'elle dans Ces goulots qui étranglent le Sénégal, votre livre. J'ai parlé d'elle sur un chapitre. Oui, sur un chapitre, mais ce n'est pas si petit que ça. Alors, vous évoquez ses relations avec le chef de l'État, Macky Sall. Et cela conforte peut-être ceux qui disent qu'elle est derrière votre liberté conditionnelle. Il faut savoir que la liberté conditionnelle, ce n'est pas une faveur.
C'est très important. Il n'y a personne derrière ma liberté conditionnelle. Il paraît que certains de vos proches l'ont approché. Mes proches n'ont approché, jamais approché personne. Oui. Non, c'est n'importe quoi. Je vais vous dire, hein, la liberté conditionnelle, c'est pas une faveur. Je n'ai pas été gracié. C'est très important ça à savoir. C'est la grâce qui est une faveur. Oui, mais vous avez été libéré. Attendez. La liberté conditionnelle, c'est un droit. Parce que c'est ça la différence entre une faveur et un droit. Qu'est-ce qu'un droit? Un droit, c'est une prérogative reconnue à quelqu'un par la loi. Une faveur, c'est un privilège qu'on accorde à quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai le droit de bénéficier d'une liberté conditionnelle? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que j'ai fait la moitié de ma peine. Ça, c'est la première condition posée par la loi. La deuxième raison, c'est que j'ai fait preuve d'une bonne conduite à l'occasion de ma détention. Troisième raison, c'est que je présente ce qu'on appelle des garanties de réinsertion professionnelle. C'est-à-dire que si tu cumules ces 3 conditions-là, tu as droit à une liberté conditionnelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une faveur. Et la liberté conditionnelle n'a pas été accordée qu'à Cheikh Yérim Seck. Elle a été accordée à presque 800 détenus. Et au nom de quel principe je devrais être gardé en prison alors que je remplis les conditions? Comme dit le ministre de la Justice, il dit, écoute, je ne peux pas garder Cheikh Yérim Seck en prison pour délit de célébrité. Attends, pourquoi vous ne parlez pas des 800 autres Sénégalais détenus qui ont bénéficié de la liberté conditionnelle? Ils ne connaissent pas Marième Faye Sall, cela. Hein? Mais parlons de ce chapitre, mais dans le fond, ouais. Parce que, et ça ne concerne pas uniquement ce chapitre, je peux citer le chapitre sur Yaya Jammeh, la lutte, on en a parlé et tout, la Casamance. La question que j'ai envie de poser, surtout, de vous poser par rapport surtout au cas de Marième Faye, c'est qu'est-ce que ça rapporte, le fait de parler de ces rapports avec le chef de l'État, sa prétendue influence sur le chef de l'État, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça rapporte? Non, ça c'est l'instinct du journaliste politique. Marième Faye Sall, c'est une question humainement et politiquement stratégique, n'est-ce pas? Et c'est un sujet qui est trop traité, surtraité depuis que son mari a accédé au pouvoir. Et comme c'est une femme que je connais, que j'ai pratiquée, que je pratique depuis 10 ans, j'ai dit, parce que c'est toute une méthodologie ce chapitre-là, j'ai dit voilà ce qu'on reproche à Marième Faye Sall. Oui. Est-ce que, non, attendez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne juge pas. Justement, parce que vous avez dit conditionnel. Quant à moi, ah mais évidemment, mais c'est ça, vous savez, vous êtes un professionnel comme moi. C'est pour conforter. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est un autre débat. Quant à moi, je le pratique depuis 10 ans. Voilà des épisodes que j'ai vécu avec elle. Où est-ce que vous vouliez en venir? Où est-ce que vous vouliez en venir? Parce que cette femme, pour faire sa fondation, peut servir ou desservir le Sénégal. Vous savez ce que je dis? Parce qu'elle a une position où son influence peut être bénéfique ou démoniaque pour le pays. Voilà pourquoi, scientifiquement, voilà pourquoi intellectuellement, il était important de mesurer l'influence réelle de cette femme sur la marche des affaires. Mais elle n'est pas la première dame à avoir une fondation. Non, c'est toute autre chose. En tout cas, elle est tout au moins la première dame qui est taxée la plus influente sur son mari. Au moins. Parce que, non, c'est vrai. Parce que ce débat-là, sur les nominations, la dynastie Faye Sall, ça n'a jamais été posé sous Viviane Wade. Ça n'a jamais été posé sous Elisabeth Diouf. Ça n'a jamais été posé sous Colette Senghor. Donc ça, au moins, c'est un constat basique. On lui prête une influence démesurée sur son mari, contrairement aux anciennes premières dames. Ça, au moins, c'est un fait, non? Peut-être parce qu'elle est sénégalaise, mais il n'y avait pas plus important à dire quand même sur le plan politique dans ce livre. Vu même le titre, vous parlez de goulot qui étrangle le Sénégal, l'affaire Marième Faye Sall. Sur le plan politique dans ce livre, si vous voulez vraiment de la politique, il y a tout un chapitre consacré à la politique. Je sais que les Sénégalais affectionnent la politique. J'ai parlé de la classe politique perdue dans ses calculs. Ça, c'est un chapitre entièrement politique. J'ai parlé d'un pays au mille et un paradoxe où les 75% sont concentrés sur la politique. Mais il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a l'économie et l'action sociale aussi, non? D'accord, venons-en à la Casamance que Cheikh a évoqué tout à l'heure. Oui, à la Casamance et surtout à Yaya Jammeh, mais d'abord commençons par Yaya Jammeh. Est-ce que vous n'avez pas trop forcé le trait
Non, absolument pas, parce que je suis le dossier Casamance depuis 2001. J'ai suivi tous les accords de paix. Je suis allé pour le compte de Jeune Afrique plusieurs fois en Gambie. Donc je connais Yaya jusque dans l'intimité. Donc c'est pour vous dire que je saisis à sa juste valeur son implication dans la crise casamançaise. Et je pense qu'on est prisonnier de la méthode couée depuis le début de cette crise. On prend des parties du problème pour des solutions. Voilà pourquoi depuis 32 ans, rien ne bouge. Mais vous, il semble que vous prenez l'argument de la force. C'est pas aussi brutal que ça. C'est l'impression que j'ai eue. Hein. Je veux qu'on renverse le rapport de force. C'est différent ça. Vous parlez de jeux d'enfants. Non, oui. Je veux qu'on renverse le rapport de force. Je veux qu'on rétablisse l'équilibre de la terreur en notre faveur. Pour moi, c'est le préalable à toute négociation. Concrètement, quoi faisant? Mais concrètement, écoutez, chaque fois que l'armée régulière poursuit les rebelles, on dit au nom du droit international, on n'a pas le droit de pénétrer en Gambie ou en Guinée-Bissau. Résultat des courses, l'armée régulière ne peut jamais achever le travail. Les rebelles vont se requinquer en Gambie et en Guinée-Bissau pour revenir dans le cas de nouveaux assauts, perpétrer des dégâts et semer la mort. Est-ce qu'il faut continuer à fonctionner comme ça pendant 50 ans? C'est ça le problème. Ou est-ce qu'il faut trouver une solution radicale pour régler le problème? Mais quelle est la solution à part violer le territoire d'un pays souverain? Mais il y a l'exercice du droit de poursuite, vous savez, en droit international. Il y a l'exercice du droit aux représailles. Quand en 1992, João Bernardo Vieira s'est amusé à ce jeu-là, Abdou Diouf a laissé les troupes sénégalaises pénétrer le Guinée-Bissau jusqu'à Sao Domingo. Les troupes ont stationné pendant 24 heures. Mais c'était la dernière fois que Vieira s'impliquait, s'immisçait dans la crise capitale. Parce que c'est ça le problème aussi. Moi je pense qu'il faut qu'on soumette à Yaya un risque existentiel au moins aussi élevé que le risque qu'il fait courir à l'intégrité territoriale du Sénégal. Et le jour où on arrivera à cet équilibre de la terreur, vous verrez qu'il y aura le début d'une solution. Alors, je rappelle que le Grand Oral reçoit Cheikh Yérim Seck, journaliste, écrivain et producteur. Nous sommes presque à la fin de cette émission relativement à la Casamance. Je vais vous demander votre avis sur le fait que des pays comme les États-Unis soient impliqués dans cette crise-là. Beaucoup disent que ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que l'implication des États-Unis est très dangereuse. Parce que les États-Unis ont un intérêt stratégique que tout le monde sait, n'est-ce pas? Lequel? Non mais attendez, tout le monde sait que les États-Unis ont intérêt stratégiquement à la pointe de la Casamance. Ça, tout le monde le sait, c'est pas caché. Le rêve secret des Américains, c'est d'avoir une base à la pointe la plus élevée de la Casamance. C'est évident. Et s'ils peuvent l'avoir par la rébellion interposée, ils le feront. Dans un pays comme ça, qui a des intérêts aussi prononcés, aussi dangereux pour la souveraineté du Sénégal, ne doit pas être impliqué dans la résolution de la crise. Pour moi, c'est basique. Vous avez une minute pour conclure, c'est la fin de ce rendez-vous. Ou une dernière question avec Cheikh? Oui, la question c'est par rapport surtout à l'image que vous renvoyez aux membres de votre mouvement et aux Sénégalais de façon générale qui sont très attachés depuis ces dernières années qui s'accrochent à la vertu, ces questions morales. Pour quelqu'un qui a traversé ce que vous avez traversé, qui a eu mal à partir avec la justice, pour une question de viol, est-ce que ça n'entache pas votre réputation? Bon, d'abord, moi je parle d'un fait. C'est qu'il y a 107 000 Sénégalais, et je présume qu'il n'y a pas des cons. Il n'y a pas que des cons dans ce groupe-là. 107 000 Sénégalais. C'est possible, non? Non, attendez, mais il n'y a pas que des cons quand même. J'ai du mal à croire qu'il y ait 107 000 cons. Bon, bref. C'est jamais. Donc s'il y a des cons, ils ne sont pas tous idiots peut-être. Ils sont cons mais pas tous idiots. Voilà. Je constate tout simplement que 107 000 Sénégalais, de tous les profils, avant même que je ne dise un mot de ce mouvement-là, sont venus me rejoindre. C'est un record historique au Sénégal. Aucun homme politique ne l'a jamais fait, aucun parti politique ne l'a jamais fait, aucun mouvement ne l'a jamais fait. Et ça, c'est mon seul baromètre. Parce que pour moi, ça reflète le jugement de l'opinion publique. D'accord, je vous laisse conclure.
D'abord, je suis très content d'être venu à cette émission-là, une émission qui est respectée au Sénégal. Je vous encourage dans ce que vous faites. Merci. Je vous félicite. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à mon grand frère Mbagnick Diop et à cette aventure de Rewmi FM. Je souhaite que cette aventure aille le plus loin possible. Je remercie beaucoup les auditeurs de Rewmi FM. Je serai disponible pour venir chaque fois que vous le souhaiterez. Merci, c'était Cheikh Yérim Seck, journaliste.